La bande mouchetée. Arthur Conan Doyle. En jetant un regard sur mes notes des 70 et quelques affaires dans lesquelles j'ai, pendant les 8 dernières années, étudié les méthodes de mon ami Sherlock Holmes, j'en trouve beaucoup qui sont tragiques, quelques-unes comiques et un grand nombre tout simplement étranges. Mais il n'y en a aucune qui soit banale, car travaillant comme il le faisait, plutôt par amour de son art que par esprit de lucre, il refusait de s'associer à toute recherche qui ne présentait pas une certaine tendance à l'extraordinaire et même au fantastique. Parmi toutes ces affaires si diverses toutefois, je ne me souviens pas qu'aucune ait présenté des traits plus singuliers que celle à laquelle on a associé la famille bien connue des Roylott de Stoke-Moran, dans le Sussex. Les événements dont il s'agit se sont déroulés dans les premiers temps de mon association avec Holmes, lorsque, célibataires, nous occupions ensemble notre appartement de Baker Street. J'aurais pu, sans doute, en faire déjà le récit, mais je m'étais alors engagé au secret, et je n'ai été délié de ma promesse que le mois dernier, par la mort prématurée de la dame à qui je l'avais faite. Peut-être même vaut-il mieux que ces faits soient révélés maintenant. J'ai en effet quelques raisons de croire que toutes sortes de bruits ont couru un peu partout concernant la mort du docteur Grimesby Roylott, tendant à rendre cette affaire encore plus terrible que la vérité. Ce fut au début d'avril 1883 que je m'éveillai un matin pour trouver Sherlock Holmes, déjà tout habillé, debout près de mon lit. D'ordinaire, il se levait tard et, comme la pendule sur ma cheminée me montrait qu'il n'était que 7h15, je posai sur lui un regard incertain, un peu surpris et peut-être un peu fâché, car j'étais moi-même très régulier dans mes habitudes. « Tout à fait désolé de vous réveiller, Watson, » dit-il, « mais c'est le lot de tous ce matin. Madame Hudson a été réveillée, j'en ai subi le contre-coup. Elle m'a réveillé et maintenant, à votre tour. » Qu'est-ce donc? Un incendie? Non, une cliente. Il paraît qu'une jeune dame vient d'arriver dans un état de grande agitation et elle insiste pour me voir. Elle attend en ce moment dans le studio. Or, quand de jeunes dames errent par la capitale à cette heure matinale et font sortir de leur lit les gens endormis, je présume qu'elles ont quelque chose de très pressant à leur communiquer. Et si cela se trouvait être une affaire intéressante, vous aimeriez, j'en suis sûr, l'apprendre à son début. Que ce soit ou non le cas, j'ai pensé vous appeler et vous en fournir la possibilité. Mon cher ami, pour rien au monde je ne voudrais rater cela. Je n'avais pas de plaisir plus vif que de suivre Holmes dans ses recherches professionnelles et d'admirer ses déductions rapides, promptes, comme des intuitions et pourtant toujours fondées sur la logique, grâce auxquelles il débrouillait les problèmes qu'on lui soumettait. J'endossai rapidement mes vêtements et quelques minutes après, j'étais prêt à l'accompagner dans le studio. Une dame vêtue de noir, portant une épaisse voilette, était assise près de la fenêtre. Elle se leva à notre entrée. « Bonjour, madame, » dit Holmes d'un ton allègre. « Mon nom est Sherlock Holmes. Monsieur est mon ami intime et mon associé, le docteur Watson. Devant lui, vous pouvez parler aussi librement que devant moi-même. Ah, je suis content de voir que madame Hudson a eu le bon sens d'allumer le feu. Je vous en prie, approchez-vous-en. Je vais demander pour vous une tasse de café bien chaud car je remarque que vous grelottez. »
« Ce n'est pas le froid qui me fait grelotter, monsieur Holmes, c'est la terreur. » Ce disant, elle leva sa voilette et nous pûmes voir qu'elle était en effet dans un pitoyable état d'agitation. Son visage était tiré et gris, avec des yeux effrayés, toujours en mouvement, comme ceux d'un animal traqué. Ses traits et sa figure étaient ceux d'une femme de 30 ans, mais ses cheveux étaient prématurément striés de gris et son expression était lasse et hagarde. Sherlock Holmes la dévisagea d'un de ses regards rapides auxquels rien n'échappait. « Il ne faut pas avoir peur, » dit-il d'une voix douce en se penchant en avant et en lui tapotant l'avant-bras. « Nous arrangerons bientôt tout cela, je n'en doute pas. Vous êtes venu par le train ce matin, à ce que je vois. »« Vous me connaissez donc ?»« Non, mais je remarque qu'il vous reste la moitié d'un billet d'aller-retour dans la paume de votre gant gauche. Vous avez dû partir de bonne heure et avant d'arriver à la gare, il vous a fallu faire une assez longue course en charrette anglaise. » La dame tressaillit vivement et ouvrit de grands yeux en regardant mon compagnon. « Il n'y a là aucun mystère, madame, » dit celui-ci avec un sourire. « Le bras gauche de votre jaquette est éclaboussé de taches de boue en 7 endroits au moins. Les marques en sont toutes fraîches. Il n'y a pas d'autre véhicule pour lancer ainsi de la boue, et cela uniquement à la personne qui est assise à la gauche du conducteur. » « Quelles que soient vos raisons, c'est tout à fait exact. Je suis parti de chez moi avant 6 heures. Je suis arrivé à Leatherhead à 6h20 et je suis venu à la gare de Waterloo par le premier train. Monsieur, je ne peux pas endurer cette tension d'esprit plus longtemps. Je deviendrai folle si ça continue. Je n'ai personne vers qui me tourner. Personne sauf un ami qui m'aime, et lui, le pauvre, ne peut guère me venir en aide. J'ai entendu parler de vous, monsieur Holmes, par madame Farmtouch, que vous avez secouru au temps où elle en avait tant besoin. C'est d'elle que je tiens votre adresse. Oh, monsieur, ne croyez-vous pas que vous pourriez m'aider aussi, ou du moins jeter un rayon de lumière dans les ténèbres épaisses qui m'entourent? Je ne saurais à présent vous récompenser de vos services, mais dans 1 mois ou 2, je serai marié avec la libre disposition de mes propres revenus, et alors, du moins, vous ne me trouverez pas ingrate. » Holmes se dirigea vers son bureau et, l'ayant ouvert, en tira un petit répertoire de ses enquêtes qu'il consulta. « Farmtouch, dit-il. « Ah oui, je me rappelle le cas. Il s'agissait d'un diadème en opale. Je crois que c'était avant que vous ne fussiez là, Watson. Je ne puis que vous dire, madame, que je serais heureux de consacrer à votre cas les mêmes soins qu'à celui de votre ami. Pour ce qui est de la rétribution, ma profession est sa propre récompense, mais vous aurez tout loisir de payer les dépenses que je pourrais engager, quand cela vous conviendra le mieux. Et maintenant je vous prierai de vouloir bien nous exposer tout ce qui pourra nous aider à nous former une opinion sur votre affaire. »« Hélas !» reprit-elle, « l'horreur de ma situation vient précisément de ce que mes craintes sont si vagues, de ce que mes soupçons se fondent sur des petits faits qui pourraient sembler si insignifiants que la seule personne au monde à qui j'ai le droit de demander aide et assistance considère tout ce que je lui en dis comme des idées de femme nerveuse. Je le vois bien, tant à ses paroles qui voudraient être consolantes qu'à ses regards qu'il détourne. Mais j'ai entendu dire, monsieur Holmes, que vous pouvez sonder au plus profond des multiples méchancetés du cœur humain. Vous pourrez par vos conseils guider ma marche parmi les dangers qui m'environnent. »« Je suis toute attention, madame. »« Mon nom est Helen Stoner, et je demeure avec mon beau-père, qui est le dernier survivant d'une des plus vieilles familles saxonnes de l'Angleterre, les Roylott de Stockmoran, dans la marche occidentale du Surrey. » Holmes fit un signe de la tête. « Le nom m'est familier, » dit-il. « La famille fut à un certain temps parmi les plus riches de l'Angleterre, et le domaine s'étendait jusque de l'autre côté des marches du Berkshire, au nord, et du Hampshire, à l'ouest. Au siècle dernier, pourtant, 4 héritiers se montrèrent l'un après l'autre débauchés et prodigues, puis la ruine de la famille fut consommée par un joueur au temps de la Régence.
Il ne reste plus rien que quelques arpents de terre et la maison qui, vieille de 200 ans, est elle-même grévée de lourdes hypothèques. Le dernier propriétaire y traîna toute son existence la vie horrible d'un aristocrate pauvre. Mais son fils unique, mon beau-père, voyant qu'il fallait s'adapter aux conditions nouvelles, obtint d'un ami une avance de fonds qui lui permit de prendre un diplôme de médecin. Il s'en alla à Calcutta où, grâce à son habileté professionnelle et à sa force de caractère, il se fit une grosse clientèle. Dans un accès de colère, toutefois, provoqué par quelques vols dans la maison, il rossa si bien son sommelier indigène que le domestique en mourut et que le maître n'échappa que tout juste à la peine de mort. Même ainsi, il demeura longtemps en prison et revint ensuite en Angleterre fort chagrin et déçu. Pendant qu'il était aux Indes, le docteur Roylott épousa ma mère, Madame Stoner, la jeune veuve du major-général Stoner de l'artillerie du Bengale. Ma sœur Julia et moi, nous étions jumelles et n'avions que 2 ans quand ma mère se remaria. Elle possédait une assez belle fortune, au moins 1000 livres de revenus, et elle fit un testament par lequel elle la léguait tout entière au docteur Roylott pour aussi longtemps que nous résiderions avec lui, en spécifiant pourtant qu'une certaine somme serait allouée chaque année à l'une et à l'autre de nous au cas où elle se marierait. Peu de temps après notre retour en Angleterre, notre mère mourut. Elle fut tuée il y a 8 ans dans un accident de chemin de fer près de Crewe. Le docteur Roylott renonça alors à ses efforts pour se créer une clientèle à Londres et il nous emmena vivre avec lui dans la demeure de ses ancêtres à Stoke Moran. L'argent que notre mère avait laissé suffisait à nos besoins et il ne semblait y avoir aucun obstacle à notre bonheur. Mais un changement terrible se produisit alors chez notre beau-père. Au lieu de se faire des amis parmi les voisins et de rendre visite à ces gens qui s'étaient tout d'abord réjouis de voir un Roylott de Stoke Moran revenir occuper la vieille demeure familiale, il s'enferma dans cette maison et n'en sortit que rarement pour se laisser aller à de féroces querelles avec ceux qu'il rencontrait. Une violence de caractère voisine de la folie a toujours été héréditaire dans la famille, et dans le cas de mon beau-père, je crois qu'elle a été accrue encore par son long séjour sous les tropiques. Une suite de honteuses bagarres survint, dont 2 se terminèrent devant les tribunaux, tant et si bien qu'à la fin il devint la terreur du village, et que les gens s'enfuyaient à son approche, car notre beau-père est à la fois d'une force considérable et totalement incapable de se maîtriser quand il est en colère. La semaine dernière, il a jeté dans un cours d'eau par-dessus le parapet le forgeron du village, et ce n'est qu'en donnant tout l'argent que j'ai pu ramasser qu'il m'a été possible d'éviter un nouveau scandale. Il n'avait absolument pas d'amis, à part les bohémiens, et il permettait à ces vagabonds de camper sur les quelques arpents de terrain couverts de genêts qui constituent le domaine familial. En retour, il acceptait l'hospitalité de leur tante, et, parfois, il s'en allait à l'aventure avec eux pendant des semaines d'affilée. Il a une passion pour les animaux que lui envoie des Indes un correspondant, et il a en ce moment un guépard et un babouin qui errent en liberté sur ces terres et que les villageois redoutent autant que leur maître. Vous pouvez imaginer par ce que je vous dis que ma pauvre sœur et moi n'avions pas grand plaisir dans l'existence. Aucune servante ne voulait rester chez nous, et pendant longtemps c'est nous qui avons fait tout le travail de la maison. Elle n'avait que 30 ans quand elle est morte, mais déjà ses cheveux avaient commencé à blanchir comme font les miens. « Votre sœur est morte, donc ?» ?»« Elle est morte il y a 2 ans, et c'est de sa mort que je désire vous parler. Vous pouvez comprendre que, menant la vie que j'ai décrite, il était peu vraisemblable que nous voyions quelqu'un de notre âge et de notre position. Nous avions cependant une tante, une sœur non mariée de notre mère, mademoiselle Honoria Westphale, et on nous permettait de temps en temps de lui rendre de courtes visites à sa maison près de Harrow. Julia y est allée pour Noël il y a 2 ans, et elle y rencontra un commandant de l'infanterie de marine en demi-solde, à qui elle se fiança.
Mon beau-père fut informé de ses fiançailles quand elle revint et ne fit aucune objection au mariage. Mais moins d'une quinzaine avant le jour fixé pour la noce, survint le terrible événement qui m'a privé de ma seule compagne. Sherlock Holmes était resté dans son fauteuil, les yeux clos et la tête enfoncée dans un coussin, mais il entr'ouvrit alors les paupières et regarda sa visiteuse. « Veuillez me préciser les dates, » dit-il. « C'est chose facile, car tous les événements de cette terrible époque sont gravés dans ma mémoire en lettres de feu. Le manoir est, comme je l'ai déjà dit, très vieux, et une seule aile en est habitée à présent. Les chambres à coucher dans cette aile sont au rez-de-chaussée. Le studio s'ouvre dans la partie centrale du bâtiment. De ces chambres, la première est celle du docteur Roylott, la seconde celle de ma sœur et la troisième la mienne. Il n'y a pas de communication entre elles, mais elles ouvrent toutes sur le même corridor. Est-ce que je me fais bien comprendre? Très bien. Les fenêtres de ces chambres donnent sur la pelouse. Cette fatale nuit-là, le docteur Roylott était rentré dans sa chambre de bonne heure, mais nous savions qu'il n'était pas couché, car ma sœur était incommodée par l'odeur forte du tabac indien qu'il fume d'ordinaire. Quittant sa chambre, elle vint dans la mienne où elle demeura quelque temps à bavarder de son prochain mariage. À 11 heures, elle se leva de sa chaise pour me quitter, mais elle s'arrêta à la porte et, se retournant, elle me dit « À propos, Hélène, as-tu entendu quelqu'un siffler au milieu de la nuit ?»« Jamais, dis-je. »« Je suppose que tu ne saurais quant à toi siffler en dormant. »« Assurément non, mais pourquoi ? » Parce que toutes ces dernières nuits, vers 3 heures du matin, j'ai entendu siffler, doucement, mais nettement. J'ai le sommeil léger et ça m'a réveillé. Je ne peux dire d'où cela venait, peut-être de la chambre voisine, peut-être de la pelouse. Je me suis simplement dit que je te demanderais si tu l'avais entendu. Non, je n'ai rien entendu. Ça doit être ces maudits bohémiens qui sont dans la plantation. Ah, c'est que j'ai le sommeil plus lourd que toi. Bon, ça n'a pas grande importance en tout cas. Elle m'a souri, elle a fermé ma porte et, quelques instants après, j'ai entendu la clé tourner dans la serrure. « Vraiment ?» dit Holmes. « Était-ce votre habitude de vous enfermer à clé la nuit ?»« Toujours. Et pourquoi ?»« Je crois avoir mentionné que le docteur gardait un guépard et un babouin. Nous ne nous sentions en sûreté qu'avec nos portes fermées à clé. »« Très juste. Je vous en prie, continuez votre exposé des faits. » Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Le vague sentiment d'un malheur imminent pesait sur moi. Ma sœur et moi, vous vous le rappelez, nous étions jumelles, et vous savez quels liens subtils unissent deux âmes qui ont été si étroitement associées. C'était une nuit sauvage. Le vent hurlait au dehors, la pluie battait et claquait contre les fenêtres. Soudain, dans le vacarme de la tempête, éclata le cri perçant et sauvage d'une femme terrifiée. Je sus que c'était la voix de ma sœur. Je sautai de mon lit, m'enveloppai d'un châle et me précipitai dans le corridor. Comme j'ouvrais ma porte, il me sembla entendre un sifflement bas, analogue à celui que ma sœur m'avait décrit, puis, quelques minutes plus tard, un bruit tel qu'on eût dit qu'une masse de métal venait de tomber. Pendant que je courais dans le corridor, la porte de ma sœur s'ouvrit et tourna lentement sur ses gonds. Je la regardais fixement, frappé d'horreur, ne sachant ce qui allait en sortir. À la lumière de la lampe du couloir, je vis ma sœur paraître dans l'ouverture, le visage blanc de terreur, les mains à tâtons cherchant du secours, tout son corps vacillant à droite et à gauche, comme celui d'un ivrogne. Je courus à elle, je la serrai dans mes bras, mais à ce moment, ses genoux parurent céder et elle tomba sur le sol. Elle se tordait comme quelqu'un qui souffre terriblement, et ses membres étaient affreusement convulsés. Je pensais tout d'abord qu'elle ne m'avait pas reconnu, mais, comme je me penchai au-dessus d'elle, elle cria soudain d'une voix que je n'oublierai jamais. « Oh, mon Dieu! Hélène! C'est la bande mouchetée !» Il y avait autre chose qu'elle aurait voulu dire, et de son doigt elle battait l'air dans la direction de la chambre du docteur.
mais une nouvelle convulsion la saisit, étouffant ses paroles. Je me précipitai, appelant bien haut mon beau-père, et il vint à ma rencontre, sortant en toute hâte de sa chambre. Il était en pyjama. Quand il arriva auprès de ma sœur, elle avait perdu conscience, et bien qu'il lui versât de l'eau-de-vie dans la gorge et qu'il envoya tout de suite chercher le médecin du village, tous ses efforts demeurèrent inutiles, car elle s'affaiblit lentement et mourut sans avoir repris connaissance. Telle fut la terrible fin de ma sœur bien-aimée. « Un instant, » dit Holmes. « Êtes-vous certaine d'avoir entendu ce sifflement et ce bruit métallique? Pourriez-vous le jurer ?» Et c'est ce que m'a demandé le coroner à l'enquête. J'ai la vive impression que je l'ai entendu et, cependant, dans le tumulte de la tempête et les craquements d'une vieille maison, il se pourrait que je me fusse trompé. « Votre sœur était-elle habillée ?» Non, elle était en toilette de nuit. Elle avait dans la main droite un bout d'allumette carbonisée et dans la gauche une boîte d'allumettes. Ce qui prouve qu'elle a frotté une allumette pour regarder autour d'elle quand l'alarme s'est produite. C'est important. Et à quelle conclusion le coroner est-il arrivé? Il a mené l'enquête avec grand soin, car la conduite du docteur Roylott était depuis longtemps bien connue dans le comté. Toutefois, il n'a pas réussi à trouver au décès une cause satisfaisante. Mon témoignage démontrait que la porte avait été fermée de l'intérieur et les fenêtres étaient bloquées par des volets anciens munis de grosses barres de fer dont on vérifiait la fermeture chaque soir. On sonda soigneusement les murs, on les trouva partout très solides. Le plancher fut examiné avec le même résultat. La cheminée est large, mais elle est barrée par 4 gros crampons. Il est donc certain que ma sœur était toute seule quand elle mourut. En outre, elle ne portait sur elle aucune marque de violence. A-t-on parlé de poison? Les docteurs l'ont examinée à cet effet, mais sans succès. De quoi alors pensez-vous que cette malheureuse est morte? Ma conviction, c'est qu'elle est purement morte d'une frayeur et d'un choc nerveux dont je ne parviens pas à imaginer l'origine. Y avait-il des bohémiens à ce moment-là sur le domaine? Oh, il y en a presque toujours. Et qu'avez-vous conclu de cette allusion à une bande mouchetée? J'ai quelquefois pensé que ce n'étaient là que des propos sans suite dus au délire, quelquefois aussi que cela pouvait se rapporter à une bande de gens, peut-être même à ces bohémiens qui se trouvaient sur les terres du manoir. Je me demande si les mouchoirs à pois que tant d'entre eux portent sur la tête n'ont pas pu suggérer l'étrange adjectif que ma sœur employa. Holmes hocha la tête comme un homme qui est loin d'être satisfait. « Ce sont là des choses bien ténébreuses, » dit-il. « Mais je vous en prie, continuez votre récit. » 2 années ont passé depuis lors et ma vie, jusque tout récemment, a été plus solitaire que jamais. Il y a un mois, cependant, un ami cher que je connais depuis de longues années m'a fait l'honneur de me demander ma main. Son nom est Armitage, Percy Armitage, le fils cadet de M. Armitage de Cranewater, près de Reading. Mon beau-père n'a fait aucune opposition au mariage, et nous devons nous marier dans le courant du printemps. Il y a 2 jours, on a commencé des réparations dans l'aile ouest du bâtiment. On a percé le mur de ma chambre à coucher, de sorte que j'ai dû déménager et occuper la chambre où ma sœur est morte, et coucher dans le lit même où elle a couché. Imaginez donc quel frisson d'horreur j'ai éprouvé quand, la nuit dernière, alors que j'étais éveillé et en train de penser à son terrible sort, j'ai tout à coup entendu dans le silence de la nuit ce sifflement bas qui avait été l'annonciateur de sa mort à elle. J'ai sauté de mon lit, j'ai allumé la lampe, mais il n'y avait dans la pièce rien d'anormal qu'on pût voir. J'étais néanmoins trop bouleversé pour me recoucher. Je me suis donc habillé et, dès qu'il a fait jour, j'ai quitté la maison sans bruit. J'ai loué en face une charrette à l'auberge de la Couronne et je me suis fait conduire à Leatherhead, d'où je suis venu ce matin dans l'unique but de vous voir et de solliciter vos conseils. Vous avez agi avec sagesse, mais m'avez-vous bien tout dit? Oui, tout.
Non, mademoiselle Stoner, non. Vous couvrez votre beau-père. Comment? Que voulez-vous dire? En guise de réponse, Holmes repoussa la frange de dentelle noire qui entourait la main posée sur le genou de notre visiteuse. 5 petites taches livides, les marques de 4 doigts et d'1 pouce, étaient imprimées sur le poignet blanc. « Vous avez été traité avec cruauté, » dit Holmes. La dame rougit profondément et recouvrit son poignet meurtri. « C'est un homme très dur, » dit-elle, « et qui peut-être ne connaît guère sa force. » Il y eut un silence pendant lequel Holmes, appuyant son menton sur sa main, regarda fixement le feu pétillant. Enfin, il dit « C'est là une affaire très sérieuse. Il y a 1000 détails que je voudrais connaître avant de décider de quelle façon nous devons agir. Pourtant, nous n'avons pas une minute à perdre. Si nous allions à Stock Moran aujourd'hui, nous serait-il possible de voir ces chambres à l'insu de votre beau-père ?» Il se trouve qu'il a parlé de venir en ville aujourd'hui pour une affaire très importante. Il est donc probable qu'il sera absent toute la journée et que rien ne vous dérangera. Nous avons une femme de charge à présent, mais comme elle est vieille et bébête, je pourrais aisément l'écarter. « Excellent. Vous voulez bien être de l'excursion, Watson ?»« À tout prix. »« Nous viendrons donc tous les deux. Qu'allez-vous faire vous-même » ? J'ai 1 ou 2 petites courses que je voudrais faire à présent que je suis en ville, mais je rentrerai par le train de midi de façon à être là quand vous viendrez. Et vous pouvez compter sur nous au début de l'après-midi. J'ai moi-même quelques petites choses dont je dois m'occuper. Vous ne voulez pas rester pour le petit déjeuner? Non, il faut que je m'en aille. Mon cœur est allégé déjà. Maintenant que je vous ai confié mes ennuis, j'attends avec impatience de vous revoir cet après-midi. Elle tira sur son visage sa lourde voilette et doucement sortit de la pièce. « Watson, que pensez-vous de tout cela ?» demanda Holmes en se renversant dans son fauteuil. « Ce me semble être une affaire bien obscure et bien sinistre. »« Oui, assez obscure et assez sinistre. » Cependant, si cette dame a raison quand elle dit que le plancher et les murs sont intacts et qu'on ne peut passer par la porte, la fenêtre ou la cheminée, sa sœur devait donc, à n'en pas douter, être seule quand elle est morte de si mystérieuse façon. Que faites-vous alors de ces sifflements nocturnes et des paroles si étranges de la mourante? Je n'y comprends rien. Quand vous rapprochez de ces sifflements nocturnes la présence d'une bande de bohémiens qui vivent sur un pied d'intimité avec ce vieux docteur, le fait que nous avons toutes les raisons de croire que le dit docteur a intérêt à empêcher le mariage de sa belle-fille, l'allusion de la mourante à une bande et enfin le fait que mademoiselle Stoner a entendu un bruit de métal qui peut avoir été causé en retombant en place par une des barres de métal barricadant les volets, j'ai tout lieu de penser que le mystère peut être éclairci en partant de ces données. Mais qu'est-ce que les bohémiens faisaient là? Je ne peux rien imaginer. Je vois de nombreuses objections à une telle théorie. Et moi aussi. C'est précisément pour cette raison que nous allons à Stock Moran aujourd'hui. Je veux voir si les objections sont insurmontables ou si on peut en triompher. Mais que diable se passe-t-il ? Cette exclamation de mon compagnon avait été provoquée par le fait que l'on avait tout à coup ouvert bruyamment notre porte et qu'un homme énorme s'encadrait dans l'ouverture. Son costume était un mélange singulier qui l'apparentait à la fois au médecin et au fermier. Il avait un chapeau de forme noire, une longue redingote, une paire de hautes guêtres et un stick de chasse qu'il balançait. Il était si grand que son chapeau effleura bel et bien le haut du chambranle et que sa carrure semblait en toucher les 2 montants. Sa large figure, marquée de 1000 rides, que le soleil avait brûlées et jaunies, où se lisaient tous les mauvais penchants, se tourna d'abord vers l'un, puis vers l'autre de nous. Avec ses yeux profondément enfoncés dans l'orbite et tout injectés de bile, avec son nez busqué, mince et décharné,
L'homme ressemblait à un vieil oiseau de proie plein de férocité. « Lequel de vous est Holmes ?» demanda cette apparition. « C'est mon nom, monsieur, mais cette connaissance vous confère sur moi un avantage, monsieur, » dit Holmes tranquillement. « Je suis le docteur Grimesby de Stockmoran. »« Vraiment, docteur ?» dit Holmes d'un ton débonnaire. « Je vous en prie, prenez un siège. »« Je n'en ferai rien. Ma belle-fille est venue ici, je l'ai suivie. Que vous a-t-elle raconté ?»« Il fait un peu froid pour la saison, » dit Holmes. « Que vous a-t-elle raconté ?» s'écria le vieux furieux. « Toutefois, j'ai entendu dire que les crocus promettent, » continua mon compagnon imperturbable. « Ah, vous éludez la question !» s'écria notre visiteur qui fit un pas en avant en agitant son bâton. « Je vous connais, canaille. J'ai déjà entendu parler de vous. Vous êtes Holmes, le touche-à-tout. » Mon ami sourit. « Holmes l'officieux !» Le sourire d'Holmes s'accentua. « Holmes l'homme à tout faire de Scotland Yard !» Holmes, cette fois, riait de bon cœur, bien qu'avec retenue. « Votre conversation est tout à fait intéressante, » dit-il. « Quand vous sortirez, fermez la porte, car il y a décidément un courant d'air. »« Je ne sortirai que quand j'aurai dit ce que j'ai à dire. Ne vous mêlez pas de mes affaires. Je sais que mademoiselle Stoner est venue ici, je l'ai suivie. Je suis un homme qu'il est dangereux de rencontrer, voyez plutôt. » Il avança d'un pas, saisit le tisonnier et le courba de ses énormes mains brunes. « Tâchez de ne pas tomber entre mes griffes, » grogna-t-il, et lançant le tisonnier dans l'âtre, il sortit de la pièce à grandes enjambées. « Voilà qui m'a tout l'air d'un très aimable personnage, » dit Holmes en riant. « Je ne suis pas tout à fait aussi massif que lui, mais s'il était resté, je lui aurais montré que mes griffes ne sont guère plus faibles que les siennes. » Tout en parlant, il ramassa le tisonnier d'acier et d'un effort brusque le redressa. « Dire qu'il a eu l'insolence de me confondre avec la police officielle. Cet incident toutefois confère une certaine saveur à notre investigation. J'espère seulement que notre petite amie n'aura pas à souffrir de l'imprudence qu'elle a commise en permettant à cette brute de la suivre. Maintenant, Watson, nous allons commander notre petit déjeuner. Après quoi je me rendrai dans les bureaux compétents en quête de quelques données susceptibles de nous aider dans cette affaire. » Il était presque 1h quand Sherlock Holmes revint de son excursion. Il avait en main une feuille de papier bleu toute griffonnée de notes et de chiffres. « J'ai vu, dit-il, le testament de la défunte épouse de notre homme. Pour en déterminer l'exacte portée, j'ai dû calculer la valeur actuelle des placements dont il s'agit. Le revenu total, qui au moment de la mort de sa femme n'était guère inférieur à 1100 livres, ne se monte plus guère au-dessus de 750 livres, par suite de la baisse des valeurs agricoles. En cas de mariage, chacune des filles peut réclamer 250 livres. Il est donc évident que si les 2 filles s'étaient mariées, ce joli monsieur n'aurait plus conservé que sa pitance, et que, déjà, même le mariage d'une seule rognerait sérieusement ses ressources. Le travail de cette matinée n'a pas été perdu, puisqu'il m'a prouvé que le docteur a de très solides raisons de faire obstacle à tout arrangement de ce genre. Et maintenant, Watson, la chose est trop sérieuse pour que nous flânions, et surtout depuis que le vieux sait que nous nous intéressons à ses affaires. Si donc vous êtes prêts, nous hélerons un fiacre et nous nous ferons conduire à la gare de Waterloo. Je vous serai fort obligé de glisser un revolver dans votre poche. Un LA numéro 2 est un excellent argument avec les gentlemen qui sont de force à faire des nœuds avec des tisonniers d'acier. Ça et une brosse à dents, voilà, je crois, tout ce dont nous avons besoin. » À la gare, nous fûmes assez heureux pour attraper un train pour Leatherhead. Là, nous louâmes une carricole à l'auberge de la gare, et pendant 4 ou 5 miles, nous roulâmes le long des jolis chemins du Surrey. C'était un jour idéal, avec un ciel éclatant parsemé de quelques nuages floconneux. Les arbres et les haies en bordure de la route montraient tout juste leurs premières pousses vertes, et l'air,
était saturé de l'agréable odeur de la terre humide. Il y avait, pour moi du moins, un étrange contraste entre la douce promesse du printemps et la sinistre entreprise dans laquelle nous étions engagés. Perdu dans les plus profondes pensées, mon compagnon était assis sur le devant de la carriole, les bras croisés, son chapeau tiré sur les yeux et le menton enfoncé sur sa poitrine. Tout à coup, pourtant, il tressaillit, me frappa sur l'épaule et du doigt, dirigeant mon attention au-delà des prairies. « Regardez là-bas !» dit-il. Un parc abondamment boisé s'étendait sur une pente douce que couronnait au sommet un bosquet épais. D'entre les branches s'élançaient les pignons gris et la haute toiture d'un très vieux manoir. « Stock Moran ?» questionna-t-il. « Oui, monsieur, c'est la maison du docteur Grimesby Roylott », fit observer le cocher. « On est en train d'y bâtir quelque chose. C'est là que nous allons ?»« Le village est là, » dit le cocher, indiquant un groupe de toits à quelque distance sur la gauche. « Mais si c'est à cette maison-là que vous allez, ce sera plus court pour vous de franchir cette barrière et puis de prendre le sentier à travers champs. C'est là-bas où la dame se promène. »« Et la dame, je suppose, c'est mademoiselle Stoner, » remarqua Holmes en s'abritant les yeux. « Oui, je crois que ce que vous suggérez vaut mieux. » Nous descendîmes, réglâmes notre course, et la carriole reprit bruyamment le chemin de Leatherhead. « J'ai pensé, » me dit Holmes pendant que nous passions la barrière, « que ce serait tout aussi bien que ce bonhomme croie que nous sommes des architectes venus ici pour une affaire bien définie. Ça peut l'empêcher de bavarder. Bonjour, mademoiselle Stoner. Vous le voyez, nous avons tenu parole. » Notre cliente de la matinée s'était précipitée à notre rencontre et tout son visage exprimait la joie. « Je vous ai attendu avec anxiété » s'écria-t-elle en échangeant une cordiale poignée de main. « Tout a marché de façon splendide. Le docteur Roylott est allé en ville et il est peu probable qu'il revienne avant ce soir. »« Nous avons eu le plaisir de faire la connaissance du docteur, » dit Holmes, et en quelques mots il décrivit ce qui s'était passé. Mademoiselle Stoner devint pâle jusqu'aux lèvres en l'écoutant. « Grand Dieu !» s'écria-t-elle. « Il m'a donc suivi ?»« C'est ce qu'il semble. »« Il est si rusé qu'avec lui je ne sais jamais quand je suis vraiment hors d'atteinte. Que va-t-il dire quand il reviendra ?»« Il lui faudra se garder lui-même, car il se peut qu'il comprenne qu'il y a sur sa piste quelqu'un de plus rusé que lui. Il faudra cette nuit vous enfermer à clé pour vous protéger contre lui. S'il se montre violent, nous vous emmènerons chez votre tante à Harrow. Maintenant, il faut employer notre temps le mieux possible. Veuillez donc nous mener sur le champ aux chambres qu'il s'agit d'examiner. » Le bâtiment en pierre grise tachetée de mousse avait un corps central plus élevé que les deux ailes circulaires projetées de chaque côté comme les pinces d'un crabe. L'une de ces ailes, avec ses fenêtres brisées, bouchées au moyen de panneaux de bois, et son toit à demi défoncé, était l'image même de la ruine. La partie centrale n'était guère en meilleur état, mais le corps de droite était comparativement moderne. Les stores aux fenêtres, les panaches de fumée bleue qui s'échappaient des cheminées, révélaient que c'était là que résidait la famille. On avait dressé des échafaudages à l'extrémité du mur, dont la maçonnerie avait été défoncée, mais rien n'indiquait qu'il y eût des ouvriers au travail au moment de notre visite. Holmes fit lentement les 100 pas, marchant de long en large sur la pelouse mal entretenue, puis il examina avec une profonde attention l'extérieur des fenêtres. « Cette fenêtre-ci, si je saisis bien, est celle de la chambre où vous couchiez, et la suivante, celle du milieu, est celle de la chambre de votre sœur, et la suivante, proche du bâtiment central, est celle du docteur Roylott. »« C'est bien cela, mais je couche maintenant dans celle du milieu. »« Pendant les réparations, d'après ce que j'ai compris. À propos, il ne me semble guère qu'il y ait eu nécessité urgente de réparer l'extrémité du mur. »
Il n'y en avait point. Je crois que c'était seulement un prétexte pour me faire quitter ma chambre. » Ah, voilà qui donne à réfléchir. Maintenant, de l'autre côté de cette aile droite court le corridor sur lequel ouvrent ces 3 chambres. Il y a des fenêtres dans ce corridor, naturellement. « Oui, mais elles sont très petites et trop étroites pour qu'on puisse s'introduire par là. » Comme vous vous enfermiez toutes deux la nuit, on ne pouvait par ce côté-là s'approcher de vos chambres. Auriez-vous l'obligeance à présent d'aller dans votre chambre barricader les volets? Mademoiselle Stoner obéit et Holmes, après avoir avec soin examiné le dedans par la fenêtre ouverte, tenta du dehors et de toutes les façons d'ouvrir le volet de force, mais sans succès. Il n'y avait pas une fente à travers laquelle on pût passer une lame de couteau pour soulever la barre. Alors, à la loupe, il examina les gonds, mais ils étaient de fer solide et fermement encastrés dans la maçonnerie massive. « dit-il en se grattant le menton quelque peu perplexe. « Ma théorie présente assurément quelques difficultés. Nul ne saurait passer par ces volets ainsi fermés. Eh bien, nous verrons si l'intérieur jette quelque lumière sur cette affaire. » Une petite porte latérale nous mena dans le corridor blanchi à la chaux, sur lequel ouvraient les 3 chambres. Holmes refusant d'examiner la 3e chambre, nous allâmes tout de suite vers la seconde, celle dans laquelle mademoiselle Stoner couchait maintenant et où sa sœur était morte. C'était une petite chambre très simple, au plafond bas, avec une grande cheminée béante comme il y en a dans les vieilles maisons campagnardes. Il y avait dans un coin une commode brune, dans un autre un lit étroit à courte pointe blanche, et une table de toilette à droite de la fenêtre. Ces objets constituaient, avec 2 petites chaises en osier, tout le mobilier de la pièce, si l'on en excepte un petit carré de tapis au milieu. Bruns et vermoulus, les panneaux et les boiseries de chêne autour de la chambre étaient si vieux, si décolorés, qu'ils pouvaient bien dater de la construction primitive du bâtiment. Holmes poussa une des chaises dans un coin et s'assit en silence, cependant que ses yeux faisaient tout le tour de la pièce et, courant du haut en bas, enregistraient tous les détails. « Où cette sonnette sonne-t-elle » demanda-t-il enfin en montrant un gros cordon qui pendait à côté du lit et dont le gland reposait exactement sur l'oreiller. « Elle aboutit à la chambre de la femme de charge. »« Elle a l'air plus neuve que le reste. »« Oui, elle a été posée il n'y a que quelques années. »« C'est votre sœur qui l'avait demandé, je suppose. »« Non, je n'ai jamais entendu dire qu'elle s'en était servie. Nous avons toujours eu l'habitude d'aller chercher nous-mêmes tout ce qu'il nous fallait. »« Vraiment ? Il ne semblait pas nécessaire de placer là un si beau cordon de sonnette. Vous voudrez bien m'excuser quelques minutes pendant lesquelles ma curiosité va se porter sur le plancher. » Il se jeta alors à plat ventre, sa loupe à la main, et rapidement se traîna, rampant tantôt en avant, tantôt en arrière, pour inspecter minutieusement les fentes entre les lames du parquet. Il en fit autant ensuite pour les boiseries qui couvraient les murs. Finalement, il se dirigea vers le lit et passa quelque temps à le regarder fixement. Son œil courut ensuite du haut en bas du mur, puis il prit en main le cordon de sonnette et le tira brusquement. « Eh !» dit-il, « c'est une fausse sonnette. »« Elle ne sonne pas ?»« Non, le cordon n'est pas même relié à un fil de fer. Voilà qui est très intéressant. Vous pouvez voir à présent qu'elle est fixée à un crochet juste au-dessus de l'endroit où se trouve l'ouverture de la prise d'air. »« Que c'est absurde! Je ne l'ai jamais remarqué auparavant. »« Très étrange, » observa Holmes en tirant sur le cordon. « Il y a dans cette chambre 1 ou 2 points très singuliers. Par exemple, il faut que l'architecte soit un imbécile pour ouvrir une prise d'air qui donne dans une autre pièce, alors que, sans plus de peine, il aurait pu la faire communiquer avec l'air du dehors. »« Cela aussi est tout à fait moderne, » dit la jeune femme.
Cela date de la même époque que le cordon de sonnette, remarqua Holmes. Oui, on a fait plusieurs petits changements à ce moment-là. Il semble que ce furent des changements d'un caractère très intéressant. Des cordons de sonnette qui ne sonnent pas et des prises d'air qui n'aèrent point. Avec votre permission, mademoiselle Stoner, nous porterons maintenant nos recherches dans l'autre chambre. La chambre du docteur Roylott, bien que plus spacieuse que celle de sa belle-fille, était aussi simplement meublée. Un lit de camp, un petit rayon en bois garni de livres, la plupart d'un caractère technique, un fauteuil à côté du lit, une chaise ordinaire en bois contre le mur, une table ronde et un grand coffre en fer étaient les principaux objets qui s'offraient à nos yeux. Holmes lentement fit le tour de la pièce et examina chaque chose avec le plus vif intérêt. « Qu'y a-t-il là-dedans » demanda-t-il en frappant sur le coffre. « Les papiers d'affaires de mon beau-père. »« Oh, vous en avez donc vu l'intérieur ?»« Une fois seulement il y a quelques années. Je me souviens qu'il était plein de papiers. »« Il n'y a pas un chat dedans, par exemple ?»« Non, quelle étrange idée !»« Eh bien, regardez ceci !» Il prit une petite soucoupe de lait qui se trouvait sur le haut du coffre. « Non, nous n'avons pas cette chance, mais il y a un guépard et un babouin. »« Ah oui, naturellement. Eh bien, un guépard, ce n'est ni plus ni moins qu'un gros chat. Or, une soucoupe de lait comme celle-ci ne suffirait guère, je pense, à contenter un chat. Il y a encore un point que je désirerais tirer au clair. » Il s'accroupit devant la chaise en bois et en examina le siège avec la plus grande attention. « Merci, voilà qui est bien réglé, » dit-il en se levant et en remettant sa loupe dans sa poche. « Oh là, voici quelque chose d'intéressant. » « C'est un fouet assez ordinaire, mais je ne vois pas pourquoi on y a fait ce nœud. »« Le fait est que c'est moins ordinaire, cela, hein ? Ah, le monde est bien méchant et quand un homme intelligent tourne son esprit vers le crime, c'est la pire chose qui soit. Je crois, mademoiselle Stoner, que j'en ai assez vu maintenant et, avec votre permission, nous irons nous promener sur la pelouse. » Je n'avais jamais vu le visage de mon ami aussi farouche, ni son front aussi sombre qu'au moment où nous nous sommes éloignés du lieu de nos recherches. Nous avions à plusieurs reprises remonté et redescendu la pelouse, et ni mademoiselle Stoner ni moi-même n'osions ni ne voulions interrompre le cours de ses pensées, quand il s'éveilla de sa rêverie. « Il est tout à fait essentiel, mademoiselle Stoner, dit-il, que vous suiviez absolument mes conseils en tout point. »« Je les suivrai, très certainement. »« La chose est trop sérieuse pour hésiter en quoi que ce soit. Votre vie peut dépendre de votre obéissance. »« Je vous assure que je suis tout entre vos mains. »« Et d'abord, il faut que mon ami et moi nous passions la nuit dans votre chambre. » Mademoiselle Stoner et moi nous le regardâmes étonnés. « Oui, c'est nécessaire. Laissez-moi m'expliquer. Je crois que c'est l'auberge du village de l'autre côté là-bas. »« Oui, c'est la couronne. »« Très bien. Vos fenêtres doivent être visibles de là-bas. »« Certainement. »« Il faudra vous enfermer dans votre chambre en prétextant un mal de tête quand votre beau-père reviendra. Puis, quand vous l'entendrez entrer dans sa chambre pour la nuit, vous ouvrirez les volets de votre fenêtre, vous soulèverez la barre et vous mettrez votre lampe là. Ce sera un signal pour nous, et alors, avec les objets dont vous pouvez avoir besoin, vous vous retirerez dans la chambre que vous occupiez avant. Je ne doute pas qu'en dépit des réparations, vous ne puissiez vous y installer pour une nuit. »« Oh, certes, bien facilement. »« Pour le reste, vous n'avez qu'à nous laisser faire. »« Mais que ferez-vous ? » ?»« Nous passerons la nuit dans votre chambre et nous chercherons la cause de ce bruit qui vous a dérangé. »« Je crois, monsieur Holmes, que vous avez déjà votre idée bien arrêtée, » dit mademoiselle Stoner en posant sa main sur le bras de mon camarade. « Peut-être bien. »« Mais par pitié,
Dites-moi ce qui causa la mort de ma sœur. » « Avant de parler, je voudrais avoir des preuves plus évidentes. »« Vous pouvez du moins me dire si je ne me trompe pas et si elle est effectivement morte d'une frayeur subite. » »« Non, je ne le crois pas. Je crois qu'il doit y avoir une cause plus tangible. Et maintenant, mademoiselle Stoner, il faut que nous vous quittions, car si le docteur Roylott en rentrant nous voyait, notre voyage serait inutile. Au revoir et soyez courageuse, car si vous faites ce que je vous ai dit, vous pouvez être sûr que nous écarterons les dangers qui vous menacent. » Sherlock Holmes et moi, nous n'eûmes aucune difficulté à louer 2 chambres à l'auberge de la Couronne. Ces pièces se trouvaient à l'étage supérieur et, de notre fenêtre, nous découvrions nettement la grande porte de l'avenue et l'aile habitée du manoir de Stockmoran. À la tombée de la nuit, nous vîmes le docteur Grimesby Roylott passer en voiture. Son énorme carrure se détachait nettement à côté de la mince silhouette du garçon d'écurie qui conduisait. Celui-ci éprouva quelques difficultés à ouvrir les lourdes portes, et nous entendîmes le rugissement roué de la voix du docteur, en même temps que nous le voyions agiter un poing menaçant. La voiture entra, et quelques minutes après, nous vîmes provenant d'une des pièces où l'on avait allumé une lampe, une lumière soudaine jaillir parmi les arbres. « Savez-vous bien, Watson, » dit Holmes, tandis que nous étions assis tous deux dans l'obscurité qui commençait, « que j'éprouve quelques scrupules à vous emmener ce soir. Il y a nettement un élément de danger. »« Puis-je vous être utile ?»« Votre présence peut être inappréciable. »« Alors c'est réglé, je viendrai. » « C'est très gentil de votre part. »« Vous parlez de danger. Vous avez évidemment vu dans ces chambres plus de choses que je n'en ai aperçues. »« Non, mais j'imagine que j'en ai tiré plus de déductions que vous. Vous avez, je pense, vu tout ce que j'ai vu. »« Je n'ai rien vu de remarquable, sauf ce cordon de sonnette, et j'avoue que trouver sa raison d'être dépasse mon imagination. » « Vous avez aussi vu la prise d'air. »« Oui, mais je ne pense pas que ce soit une chose extraordinaire que d'avoir une petite ouverture entre 2 chambres. Celle-ci est si minuscule qu'un rat y pourrait à peine passer. »« Je savais avant de venir à Stockmoran que nous trouverions une prise d'air. »« Mon cher Holmes. »« Oui, je le savais. Vous vous rappelez que dans son récit, elle nous a dit que sa sœur pouvait sentir le cigare de Roylott. Or cela, tout naturellement, suggère tout de suite qu'il doit exister une communication entre les 2 pièces. Ce ne pouvait être qu'une petite ouverture, autrement on en aurait tenu compte lors de l'enquête du coroner. J'ai donc diagnostiqué une prise d'air. »« Mais quel mal peut-il y avoir à cela ? » Eh bien, il y a au moins une curieuse coïncidence de date. On a établi une prise d'air, on installe un cordon et une dame qui couche dans le lit meurt. Cela ne vous frappe pas ? Jusqu'ici, je ne peux encore voir aucun rapport. N'avez-vous rien observé de très particulier à propos de ce lit ? Non. Il a été fixé au plancher par des fiches de fer. Avez-vous jamais vu un lit assujetti comme cela ? Je ne saurais prétendre que j'en ai vu. La dame ne pouvait bouger son lit. Il fallait qu'il demeure toujours dans la même position par rapport à la prise d'air et à la corde, car nous pouvons l'appeler ainsi puisqu'il est clair qu'il n'a jamais été question d'un cordon de sonnette. « Holmes, m'écriai-je, il me semble voir vaguement à quoi vous faites allusion. Nous arrivons juste à temps pour prévenir un crime horrible et raffiné. » Assez raffiné et assez horrible, oui. Quand un médecin fait le mal, il est le premier des criminels. Il a le nerf et il a la science. Cela s'est déjà vu. Mais les coups que frappe cet homme sont plus subtils et plus profonds que tous ceux de ses confrères devenus criminels avant lui. Toutefois, Watson, je crois que nous pourrons frapper plus profondément encore.
Mais nous aurons bien assez d'horreur d'ici que la nuit ne soit terminée. De grâce, fumons une pipe tranquillement et, pendant quelques heures, tournons nos pensées vers des choses plus réjouissantes. » Vers 9 heures, la lumière parmi les arbres s'éteignit et tout devint noir dans la direction du manoir. 2 heures s'écoulèrent encore, lentement, puis tout à coup, exactement au premier coup de 11 heures, une lumière brillante s'alluma juste en face de nous. « Cette fois, c'est notre signal, » dit Holmes en se levant vivement. « Il vient de la fenêtre du milieu. » Il échangea, en passant, quelques paroles avec l'aubergiste pour lui expliquer que nous allions rendre une visite tardive à quelqu'un que nous connaissions et que nous y passerions peut-être la nuit. Un instant après, nous étions sur la route obscure. Un vent froid nous soufflait au visage et une lumière, scintillant en face de nous dans les ténèbres, nous guidait vers notre sombre mission. Nous n'eûmes guère de difficulté pour entrer dans le domaine, car des brèches que personne n'avait songé à réparer s'ouvraient dans le vieux mur du parc. En nous avançant parmi les arbres, nous avions atteint et traversé la pelouse et nous allions passer par la fenêtre quand, d'un bosquet de lauriers, surgit quelque chose qui ressemblait à un enfant hideux et difforme. L'étrange créature se jeta sur l'herbe en se tordant les membres, puis soudain, traversant la pelouse en courant, se perdit dans l'obscurité. « Grand Dieu !» murmurai-je. « Vous avez vu ?» Holmes fut sur le moment aussi étonné que moi. Dans sa surprise, sa main se referma sur mon poignet comme un étau. Puis il se mit à rire en sourdine et approcha ses lèvres de mon oreille. « Charmant séjour !» murmura-t-il. « C'est le babouin. » J'avais oublié les étranges animaux favoris du docteur. Il y avait aussi un guépard. Du coup, j'avoue que je me suis senti l'esprit plus à l'aise quand, après avoir suivi l'exemple de Holmes, en ôtant mes souliers, je me trouvais dans la chambre à coucher. Sans aucun bruit, mon compagnon ferma les volets, replaça la lampe sur la table et jeta un regard autour de la pièce. Tout était tel que nous l'avions vu dans la journée. Alors, s'étant glissé jusqu'à moi, la main en cornet, il me murmura de nouveau à l'oreille, si bas que je pouvais tout juste distinguer les mots. « Le moindre bruit serait fatal à nos projets. » De la tête, je fis signe que j'avais entendu. « Il faut que nous restions assis sans lumière. Il la verrait par le trou d'aération. » J'acquiesçai de nouveau. « Ne vous endormez pas. Votre vie même en dépend. Gardez votre revolver tout prêt pour le cas où nous en aurions besoin. Je demeurerai assis à côté du lit et vous sur cette chaise-là. » Je pris mon revolver et le plaçai sur le coin de la table. Holmes avait emporté une canne longue et mince qu'il plaça sur le lit à côté de lui. Près de la canne, il posa une boîte d'allumettes et un bout de bougie, puis il tourna la mèche de la lampe et nous fûmes dans l'obscurité. Comment oublierai-je jamais cette veillée terrible? Je ne pouvais entendre aucun bruit, pas même le souffle d'une respiration, et pourtant je savais que mon compagnon était assis, les yeux grands ouverts, à quelques pieds de moi, dans un état de tension nerveuse identique au mien. Les volets ne laissaient pas percer le moindre rayon de lumière, et nous attendions dans une obscurité absolue. Du dehors venait parfois le cri d'un oiseau nocturne, et une fois, sous notre fenêtre même, un gémissement prolongé comme celui d'un chat vint nous dire que le guépard était bien en liberté. Très loin, nous pouvions entendre les coups graves de l'horloge de la paroisse qui retentissait tous les quarts d'heure. Comme il semblait long ces quarts d'heure. Minuit sonna, puis 1 heure, puis 2, puis 3, et nous étions toujours assis là,
à attendre en silence ce qui pourrait arriver. Soudain, une lueur momentanée apparut dans la direction de la bouche d'air. Elle s'évanouit tout de suite, mais une forte odeur d'huile qui brûlait et de métal chauffé lui succéda. On venait d'allumer une lanterne sourde dans la chambre voisine. Je perçus le bruit d'un mouvement très doux, puis tout fut de nouveau silencieux, bien que l'odeur se fît plus forte. Pendant une demi-heure, je restais assis, l'oreille tendue. Alors, tout à coup, un autre bruit se fit entendre. Un bruit calme, très doux, comme celui d'un jet de vapeur s'échappant sans discontinuer d'une bouilloire. Au moment où nous l'entendions, Holmes sauta du lit, frotta une allumette, et de sa canne cingla avec fureur le cordon de sonnette. « Vous le voyez, Watson » hurla-t-il. « Vous le voyez » Mais je ne voyais rien. Au moment où Holmes gratta son allumette, j'entendis un sifflement bas et clair. Toutefois, la lumière éclatant soudain devant mes yeux fatigués fit qu'il me demeurait impossible de dire sur quoi mon ami frappait aussi sauvagement. Je pus voir pourtant que son visage rempli d'horreur et de dégoût était d'une pâleur de mort. Il avait cessé de frapper et il regardait fixement la bouche d'air quand, soudain, éclata dans le silence de la nuit le cri le plus horrible que j'aie jamais entendu. Il s'enfla toujours de plus en plus fort, en un rauque rugissement où la douleur, la peur et la colère s'unissaient pour en faire un cri perçant et terrible. Il paraît que jusque là-bas dans le village, et même jusqu'au lointain presbytère, ce cri réveilla les dormeurs dans leur lit. Il nous glaça le cœur et je demeurai là, à regarder Holmes du même regard exorbité dont lui-même me regarda, jusqu'à ce que mourussent enfin dans le silence les échos de ce cri qui l'avait troublé. « Qu'est-ce que cela signifie » haltai-je. « Cela signifie que tout est fini, » répondit Holmes. « Et peut-être, après tout, en est-il mieux ainsi. Prenez votre revolver et nous entrerons dans la chambre du docteur Roylott. » Le visage grave, il alluma la lampe et sortit dans le corridor. 2 fois il frappa à la porte du docteur Roylott sans obtenir de réponse. Alors il tourna la poignée et entra. Je le suivais sur ses talons, mon revolver armé à la main. Ce fut un singulier spectacle qui s'offrit à nos yeux. Sur la table se trouvait une lanterne sourde dont le volet était à moitié levé. Elle jetait un vif rayon de lumière sur le coffre en fer dont la porte était entr'ouverte. À côté de cette table, sur la chaise en bois, était assis le docteur Grimesby Roylott, vêtu d'une robe de chambre grise qui laissait voir ses chevilles nues et ses pieds glissés dans des babouches rouges. Sur ses genoux reposait le petit fouet à la longue lanière que nous avions remarqué dans la journée. Son menton était levé, et ses yeux rigides considéraient le coin du plafond avec un regard d'une fixité terrible. Autour du front, on lui voyait une étrange bande jaune aux taches brunâtres, et qui semblait lui en serrer étroitement la tête. À notre entrée, il ne dit pas un mot et ne fit pas un geste. « La bande mouchetée !» murmura Holmes. Je fis un pas en avant. Un instant après, l'étrange coiffure se mit à remuer, et des cheveux de l'homme surgit la tête plate en forme de losange, puis le cou gonflé d'un odieux serpent. « C'est un serpent des marais !» s'écria Holmes. « Le plus terrible des serpents de l'Inde. Il est mort moins de 10 secondes après avoir été mordu. La violence, en vérité, retombe bien sur ceux qui la provoquent, et celui qui complote tombe dans la fosse qu'il creuse pour autrui. Rejetons cette bête dans son antre, après quoi nous pourrons alors conduire mademoiselle Stoner en lieu sûr, puis informer la police de ce qui s'est passé. » Tout en parlant, il prit vivement le fouet sur les genoux du mort et, jetant le nœud coulant autour du cou du reptile, il l'arracha de son horrible perchoir
et en le portant à bout de bras le lança dans le coffre qu'il referma sur lui. Tels sont les faits qui amenèrent la mort du docteur Grimesby Roylott de Stockmoran. Il n'est pas nécessaire d'allonger un récit qui n'est déjà que trop long pour dire comment nous avons annoncé la triste nouvelle à la jeune fille terrifiée, comment, par le train du matin, nous sommes allés la confier aux soins de sa bonne tante à Harrow, et comment enfin la lente procédure de l'enquête officielle aboutit à la conclusion que le docteur était mort, victime de son imprudence, en jouant avec un de ses dangereux animaux favoris. Le peu qu'il me reste à rapporter me fut dit par Sherlock Holmes le lendemain, pendant notre voyage de retour. « J'étais d'abord arrivé, dit-il, à une conclusion tout à fait erronée. Cela montre, mon cher Watson, comment il est dangereux de raisonner sur des données insuffisantes. La présence des bohémiens et l'emploi du mot « bande », dont la jeune fille s'était servie sans doute pour expliquer l'horrible apparition qu'elle n'avait fait qu'entrevoir à la lueur de son allumette, m'avait mis sur une piste entièrement fausse. Je ne peux que revendiquer le mérite d'avoir immédiatement reconsidéré ma position quand il me parut évident que, quel que soit le danger qui menaçât un occupant de la chambre, ce danger ne pouvait venir ni par la porte ni par la fenêtre. Mon attention fut attirée tout de suite, comme je vous l'ai déjà dit, sur la bouche d'air et le cordon de sonnette qui descendait sur le lit. La découverte que ce n'était qu'un trompe-l'œil et que le lit était assujetti au plancher me fit sur-le-champ soupçonner que cette corde était là pour servir de pont à quelque chose qui passait par le trou et descendait vers le lit. L'idée d'un serpent se présenta tout de suite et, quand j'associais cette idée au fait, connu de nous, que le docteur faisait venir de nombreux animaux des Indes, j'ai senti que j'étais probablement sur la bonne voie. L'idée de se servir d'une sorte de poison que ne pourrait déceler aucune analyse clinique était bien celle qui viendrait à un homme intelligent et cruel, accoutumé aux choses de l'Orient. La rapidité avec laquelle ce poison agirait serait aussi, à son point de vue, un avantage. Il faudrait un coroner aux yeux bien perspicaces pour aller découvrir les 2 petites piqûres sombres qui révéleraient l'endroit où les crochets empoisonnés auraient accompli leur œuvre. C'est alors que j'ai pensé au sifflet. Naturellement, il lui fallait rappeler le serpent avant que la lumière du jour ne le révélât à la victime. Il l'avait accoutumé, probablement en se servant du lait que nous avons vu, à revenir vers lui quand il l'appelait. Quand il le passait par la bouche d'air à l'heure qu'il jugeait la plus favorable, il avait la certitude que l'animal ramperait le long de la corde et descendrait sur le lit. Il pouvait mordre ou ne pas mordre la jeune fille, peut-être pourrait-elle y échapper toutes les nuits pendant toute une semaine, mais tôt ou tard, elle serait fatalement la victime du serpent. J'en étais arrivé à ces conclusions avant même d'être entré dans la chambre du docteur. Une inspection de sa chaise me montra qu'il avait l'habitude de monter dessus, ce qui, naturellement, était nécessaire pour atteindre la bouche d'air. La vue du coffre, la soucoupe de lait et la boucle du fouet à chien suffirent pour chasser enfin toute espèce de doute que je pouvais avoir. Le bruit métallique entendu par Mademoiselle Stoner était manifestement dû au fait que le beau-père fermait en toute hâte la porte du coffre sur son dangereux locataire. Ayant ainsi bien arrêté mes idées, vous savez les mesures que j'ai prises pour les vérifier. J'ai entendu siffler le serpent, tout comme, je n'en doute pas, vous l'avez vous-même entendu. J'ai tout de suite allumé et je l'ai attaqué. Avec ce résultat que vous l'avez refoulé par la bouche d'air. Et ce résultat aussi qu'il s'est, de l'autre côté, retourné contre son maître. Quelques-uns de mes coups de canon portés, et ils ont réveillé si bien sa nature de serpent qu'il s'est jeté sur la première personne qu'il a rencontrée. Il n'y a pas de doute que je sois ainsi indirectement responsable de la mort du docteur Grimesby Roylott. Mais je crois pouvoir affirmer, selon toute vraisemblance,
qu'elle ne pèsera pas bien lourd sur ma conscience.